Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse habituelle, la routine. On a quelques news à débriefer ensemble et puis on va également donner les signaux pour éventuellement rentrer long et donner les signaux pour éventuellement rentrer short. Donc on va faire du bidirectionnel aujourd'hui et je vais vous montrer pourquoi la zone est propice à jouer potentiellement deux directions. Donc on passe à l'intro. Alors, on est sur BTC face au dollar sur Bybit en 4 heures. Hier sur le Discord, j'ai dit il y a un bon point d'entrée à prendre entre 36,6 et 34,6. Malheureusement, c'est bien entendu évidemment assez large pour pouvoir rentrer quelque chose. Sur le mouvement d'hier, en tout cas, 36,6 était la bonne entrée pour éventuellement prendre ça. Maintenant, attention, puisque on a quand même ça qui est relativement impulsif et ça qui semble, à ce stade, en tout cas, relativement correctif. Donc, on pourrait avoir un push supplémentaire, que ça soit dans les bougies, soit sur une prise de liquidité au 36,4. 36,4 est intéressant parce que c'est la parallèle déjà ici de ce mouvement plus ou moins. On va ajuster d'ailleurs un petit peu la trend 4 heures puisqu'elle a tenu. Hier on avait dit il faut bien suivre ça et voilà, pour le moment je l'ajusterai comme ceci. Et ça c'est une 4 heures, donc on fait quelques mèches dessous là, mais ça repart. Et puis voilà, pour info, il y a des grosses disparités entre les exchanges sur BTC, notamment Bybit qui ici nous propose une mèche beaucoup plus importante. Alors c'est bien si on avait été vendeur, mais c'est pas génial si on avait été en short. Et également ici Bybit nous avait proposé une mèche beaucoup plus importante que les autres exchanges. Donc un manque de liquidité sur Bybit qui n'arrive pas à garder les mêmes prix que Binance et les autres. Personnellement, moi je suis en train de migrer sur BitGet. Donc du coup, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans les liens d'affiliation de la chaîne. Et dorénavant, les analyses de prix vont se faire sur BitGet puisque Bybit va probablement fermer ses portes au futur pour les Français, y compris les vieux A40. Donc du coup, on se met à la page ici et on vient sur BitGet. La différence, elle est là en fait, c'est-à-dire que sur Binance et BitGet, vous allez avoir un triangle rectangle dans cette zone, alors que sur Bybit, vous avez un triangle. Donc, je pense qu'on va rester avec l'endroit où il y a le plus d'open interest, c'est-à-dire Binance. Et en l'occurrence, ici, BitGet nous propose la vraie défense ici sur cette liquidité-là. Il n'y a pas cette espèce de gap de 600 $, qu'avait proposé Bybit sur le moment. Donc, c'est intéressant hein, sur Bybit si vous êtes dans le bon sens. Maintenant, voilà, je pense que je vais garder un petit peu de thune quand même sur Bybit au cas où pour jouer des mouvements violents, mais la majeure partie dorénavant de mes trades se trouvera sur BitGet. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc disparité entre les exchanges et du coup on peut aller voir le CME. Pourquoi le CME? Parce que lui il est sur un canal. Et donc du coup on est encore ici sur une structure différente, normale plus ou moins parce que le CME ferme les week-ends là pour le coup, mais par contre ce qu'on peut voir en ce moment c'est un très bel engagement sur le CME, au sens où vous le voyez ici, 109, on est quasiment plus haut que Binance, c'est à dire que les institutionnels sont énormément en ce moment en train de se positionner en levier sur Bitcoin, et ça c'est vraiment suffisamment intéressant pour qu'on en parle. Vous voyez BitGet il est à 30, ici on est à peu près sur la moitié de Bybit, pourtant bon il propose un petit peu plus de liquidité. On ira tester MEXC aussi, mais voilà, pour le moment on va passer BitGet et DYDX, moi franchement j'ai du mal, donc je peux pas, sincèrement je ne peux pas. Maintenant, voilà, ça c'est des habitudes à prendre. Hein. Donc voilà, disparité entre les exchanges, ça c'est la première chose à dire, et donc du coup une analyse ici sur Bybit qui nous présenterait plutôt un triangle, là où sur Binance on serait plutôt sur un triangle ascendant. Ce qu'on peut dire d'autre également, c'est que la direction ici est plus ou moins incertaine, en tout cas le point d'entrée pour trouver du short, et également je dirais le point d'entrée pour trouver du long. Si jamais on regarde ici nécessairement ce qui se passe sur Binance, alors en général il y a une croyance en trading qui dit que les triple tops ne marchent jamais. Et ici, c'est-à-dire ne marche jamais, ne repousse pas. Donc ici, on peut penser éventuellement à un breakout. C'est une croyance en trading, mais pourquoi pas. Ce qu'on peut voir également, c'est que si on était dans un triangle rectangle, ben, on aurait finalement une 1 là. C'est dans la mèche, hein, ici, que vous comprenez qu'on est dans la mèche. Une 2, une 3... une 4 qu'on vient de faire, une 5 qui potentiellement revient visiter quelque part dans les 35, et ensuite une cassure. Compliqué d'envisager une figure chartiste avant même qu'elle n'arrive, et je dirais on a une
target ici qui serait autour des 39 à peu près pour ce triangle rectangle, et là on a fait un swing, c'est-à-dire qu'on a passé la hauteur du triangle au point de cassure, et on a également une autre target dynamique, ça c'est une autre manière de les trader sur les triangles rectangles, qui va vous proposer de tracer la parallèle de ce mouvement, et qui va vous proposer une target dynamique, c'est-à-dire que quand vous irez toucher la parallèle, et là il y aura potentiellement un rejet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Cela dit, attention au SFP. Qu'est-ce qu'un SFP? C'est une prise de liquidité qui elle-même en fait vient, comment vous dire, faire son fake out, prendre la liquidité là-dessus. Ici, tous les traders de breakout viennent à rentrer sur une cassure de résistance, que ce soit une figure chartiste ou une cassure de résistance, c'est pas nécessairement important ici. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait une mèche et derrière on réintègre et finalement on vient sous la structure. Donc ça, c'est possible aussi que la belle entrée, elle soit finalement, si on était dans un range dorénavant là-dedans, la belle entrée, elle soit sur la déviation au-delà du range, c'est-à-dire ne pas trader le breakout, ne pas tenter le short sur la 4e touche. Et hier, vous vous en rappelez, on était short nous sur ce mouvement-là. Et j'ai dit, attention, ça fait 3 fois qu'on touche, on est peut-être dans la liquidité, on va mettre notre stop loss en profit. Et c'était plutôt bien senti puisqu'on a eu derrière le mouvement effectivement qui est venu casser ça. Donc même logique ici, 3 touches, et ben je me range plutôt au-dessus pour chercher éventuellement un retournement. Donc là pour le coup on serait sur un SFP, Swing Failure Pattern, on a une pattern, elle est haussière et en fait on fait le mouvement qui finalement invalide cette pattern alors qu'elle la valide au breakout. Ici, vous comprenez que la psychologie de ce mouvement, c'est j'ai de la smart money qui veut jouer du short, elle l'a déjà joué d'ailleurs probablement, et c'est elle qui a repoussé le prix ici sur ces zones-là. Elle est capable de défendre son prix sur cette zone-là, puisqu'elle a de l'argent, et là en l'occurrence, cette smart money-là vient manger tous vos ordres stop qui étaient calés sur cette zone-là, mais également manger tous les ordres eh bien de stop loss aussi des traders de breakout. Donc l'idée ici de ce type de mouvement, bah, c'est de refuser finalement la figure chartiste, faire juste une mèche et se casser en dessous. Mais le momentum est peut-être suffisamment fort ici pour aller valider cette figure chartiste. Et encore une fois, moi je pratique le chartisme dans des moments où j'ai un fort directionnel. Là, on peut quand même estimer qu'il y a un directionnel assez intéressant. On ira voir après avoir vu la liquidité, finalement, qu'est-ce que ça pourrait dire dans ce sens-là. Désolé pour cet interlude assez long, mais on va regarder Ethereum BTC. Bon, ici, on est sur une structure haussière, à voir si ça se défend ici pour continuer à la hausse. En tout cas, c'est plutôt encourageant sur Ethereum BTC pour continuer à la hausse. On va voir si néanmoins il n'est pas en train de nous proposer également un retracement. Ici finalement on a un Ethereum qui n'est pas venu chercher au-delà de sa structure. Si j'avais quelque chose à prendre en short sur Ether, pareil, je le prendrais plutôt au niveau des 1940, je dirais 1937-1940. Il y a peut-être également quelque chose à jouer à 1920, mais avant ça, c'est presque quelque chose, je dirais, qu'il ne faut pas trop toucher. Sur Ether, finalement, ce qu'on voit assez facilement, c'est qu'il était en range, il était en range ici, d'accord, hop, il était en range là, il a validé son retest pour le moment du range, il ne semblerait pas que tout ceci soit un fake out au-delà de cette résistance là. S'il nous valide peut-être quelque chose pour aller plus haut, pourquoi pas, ou alors il reste un petit peu dans son range entre 1899 et 1861, pourquoi pas également. En tout cas, ça compresse ici au niveau de la vol, et je dirais que ça peut compresser encore un petit moment. Maintenant, ce qu'on peut voir sur BTC, c'est des tout petits débuts de divergence en daily, notamment sur le stochastique. Hop. Alors là, on n'a pas fait nécessairement des plus hauts, mais en tout cas, on voit que ces mouvements sont de moins en moins péchus au niveau du momentum, et on a peut-être un stochastique ici qui est dans le refus d'aller réellement ramper au-dessus de son point. C'est pas nécessairement une certitude. Pourquoi? Parce que ça peut diverger pendant un moment déjà, et puis là, par contre, on voit une belle div sur le 4 heures sur le stochastique également, puisque là, pour le coup, sur le 4 heures, on a fait des plus hauts. Ici, là-dedans, et sur le RSI, on voit qu'on est à plat, mais la div n'est pas confirmée. Il faudrait passer sous ce point-là pour réellement la confirmer à 100%. C'est mitigé. Pour moi, sur la direction, là, sincèrement, c'est mitigé. Maintenant, on va voir la liquidité, et peut-être qu'on aura un petit peu plus d'arguments pour un sens ou l'autre. Ici également, quand on regarde le total,
Quand on regarde le total, eh bien, on va passer sur les divergences ici, mais quand on regarde le total, on a ce breakout, il est un peu larvé, il est un peu mou, c'est pas réellement impulsif, par contre il est validé. Donc en l'occurrence, et quand on parle ici du total 3, on est actuellement à 391 milliards, on l'a dit, attention sur la zone là, c'est plutôt d'une certaine manière une bonne chose qu'on temporise en dessous. Et ça pourrait éventuellement également signaler un breakout. C'est-à-dire que ici, le fait de temporiser sur la zone, si on ne rejette pas dans la zone, pourrait éventuellement nous signifier un breakout. Et comme je l'ai dit, moi, je pense qu'on pourra donner un top départ à une alt season uniquement si on passe les 400 milliards qui, pour le moment, ont rejeté par 1, 2, 3, 4, 5 fois. Si jamais on tient ce momentum, et pour le moment, vous voyez qu'on le tient, et si jamais on casse, c'est une très bonne chose pour éventuellement venir valider derrière une forme de retest parce que pour le coup, eh bien, on a cette information que le gâteau grossit sur les alts. Derrière, Bitcoin dominance, on n'est pas dans un retracement non plus folichon. Il y a un retracement, mais il n'est pas non plus incroyable. Il va falloir attendre des confirmations ici. Stablecoin dominance, ça continue à dégueuler un petit peu ici sur cette trend-là. Pour le moment, on reste en dessous du canal. La target, je le rappelle, elle est ici. Ça nous donnerait un BTC autour des... J'ai oublié. On va trouver ça autour des 43 000 $ à dominance égale. Pour le moment, BTC a plus de dominance que ce qu'on avait en avril. Donc du coup, plus de dominance, ça veut dire éventuellement un prix plus haut. Ensuite, on va sur GBTC rapidement. GBTC à 28,10. GBTC qui a quasiment fermé son discount, 12% ici, mais vous voyez qu'on nous annonce un holding per share à 28 et on est à 28. Donc à chaque fois que BTC ferme son premium, finalement il va plus haut et du coup on a encore plus de premium dessus. Donc ça c'est intéressant. Également on voit qu'Ether est en train de fermer le sien à moins 20%. Tout cet argent pour le moment ne rentrait pas sur Bitcoin parce que il allait sur GBTC et comprenez que du GBTC c'est du Bitcoin déjà acheté par Grayscale, déjà existant. Donc, on a quand même du monde qui est en train éventuellement ici de pricer une acceptation de l'ETF spot par la SEC. Je parle de celui de Grayscale ici, une conversion du Trust Grayscale en ETF spot. Je pense qu'on a fait le tour sur la technique. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On y revient après, on fera une conclusion en fin de vidéo, une fois qu'on aura vu la liquidité. On va d'abord aller voir les news. Pardon, mais avant ça, une page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on en est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus. Merci de votre écoute. À très bientôt.
Allez, alors on avait hier gros teasing de Binance. Bon, c'est un peu à pétard mouillé. Bon, ils lancent leur wallet Web3, c'est-à-dire un wallet non custodial, et c'est plutôt une bonne chose que Binance se lance là-dedans. Maintenant, on n'est ni sur un partenariat avec X, qui m'avait été proposé par un abonné en commentaire, et j'ai trouvé ça intéressant, puisque Binance faisait partie des investisseurs qui ont aidé Elon Musk à acheter Twitter, et puis ni sur un partenariat avec Multiversix. On est juste sur un wallet non custodial. C'est une bonne chose, sincèrement. Coinbase le fait déjà depuis un moment, et c'est plutôt une bonne chose que, on va dire, les users se mettent là-dessus. Pourquoi ça? Parce que j'ai discuté hier avec un pote qui n'est pas du tout Bitcoin, etc., au téléphone, et lui me dit, mais en fait, moi je veux pas acheter sur des exchanges parce qu'il y a eu la chute de FTX, etc., toutes ces choses-là. Donc dans l'inconscient collectif des newbies, des nouveaux, ils n'ont pas nécessairement compris cet intérêt d'avoir ses propres clés. D'un autre côté également, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, mon pote, en l'occurrence, s'est tourné vers sa banque et il a acheté via sa banque ce qu'on appelle du physical Bitcoin, c'est-à-dire plus ou moins un ETF spot en fait en réalité. Et voilà, l'intérêt ici du Web3, ça reste quand même d'être propriétaire de... c'est bien que Binance propose ça, quoi, voilà, d'une manière générale. Maintenant, c'est pas non plus incroyable en termes de news. Microsoft qui a fait un nouvel ATH visiblement. Circle qui envisage une entrée en bourse, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que Circle c'est BlackRock en grande partie, et également en lien avec une autre, avec Coinbase et avec une autre boîte dont je me souviens plus le nom, mais c'est un conglomérat. Et donc du coup une entrée en bourse pour Circle, pourquoi pas. Et puis derrière voilà. En l'occurrence on voit quand même que Circle perd beaucoup de parts de marché par rapport à l'USDT en ce moment. Je ne crois pas que ça soit un problème. Je pense qu'ils vont tirer leur épingle du jeu à un moment donné. Est-ce que ça sera sur un USDT FUD? Est-ce que ça sera sur autre chose? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Ici, on parle de Gaza. On va passer là-dessus. On a fait beaucoup de géopolitique dernièrement, donc du coup, on passe. Circle qui envisage une entrée en bourse, on en a déjà parlé. HSBC qui va lancer un système de securities tokenisées. Avec une filiale de Ripple, visiblement Metaco, beaucoup de bonnes choses sur Ripple je trouve en ce moment. Ici le wallet de la part de Binance. Les Émirats Arabes Unis qui pénalisent certains providers d'assets digitaux qui ne sont pas enregistrés. Hong Kong qui considère une approbation d'un ETF spot, et vous voyez qu'en Chine ça va très vite, contrairement aux États-Unis. C'est un peu l'avantage d'avoir un pays extrêmement centralisé. Là on a un ordre exécutif et en gros en quelques jours, semaines, c'est réglé. La Russie qui se tourne de manière hostile, qui tourne le dos à Israël et qui va plutôt du côté du Moyen-Orient, des pays arabes on va dire. Aujourd'hui, on aura un discours de Powell, et ça sera à 15h15, non, 14h15, et on aura... Alors, il parle, je crois que c'est devant le FMI, visiblement, ou devant un panel. Il va parler ici, et en général, quand il répond à des questions, en ce moment, Powell est plutôt dovish, donc, on va dire, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Il va parler également demain, et ça sera sur les coups de 7h du soir, toujours pareil devant le Fonds monétaire international, devant un panel. Pas grand chose sur MarketWatch. En termes de earnings aujourd'hui, on aura Walt Disney, Airbus, Sony, pas grand chose en earnings également. On va désormais faire la liquidité. J'en profite pour vous dire de mettre un like, c'est super important pour la chaîne de le faire. Et quand on regarde la liquidité, qu'est-ce qui a été liquidé dernièrement? 106 millions. 39 millions, donc à peu près la moitié, un peu moins sur Bitcoin, Ethereum, pas mal d'engagements sur Ordinals, XRP, TRB, on a ici à peu près les trucs habituels. On a liquidé et du short et du long, donc un petit peu dans les deux sens. Quand je regarde le carnet d'ordre, il est plutôt vide dans les deux sens, et ça, j'ai envie de dire qu'on a plus d'ordre à l'achat ici, donc ça c'est plutôt une bonne chose, en tout cas dans la zone, que d'ordre à la vente, vous le voyez ici, donc ça c'est plutôt bien. Pour une hausse, beaucoup de volume sur la zone, et vous voyez qu'on traîne là-dedans depuis un moment, donc c'est normal qu'on ait un spike de volume ici. Néanmoins, assez peu d'ordre d'une manière générale. Assez peu d'ordre, qu'est-ce que ça veut dire?
Assez peu d'ordre, ça veut dire que on peut pousser très fort en haut comme on peut pousser très fort en bas. Le carnet d'ordre est littéralement vide, hein, on l'a vu sur la sortie des bitcoins des exchanges, et donc du coup beaucoup de gens qui finalement mettent leur bitcoin à l'abri. Quand je regarde ici le funding, je vois un prix qui monte et je vois un funding qui descend. Ça veut dire que les longues prennent profit et que on a plutôt du short sur la zone. Donc quand j'aurais tendance ici à dire le top a été très légèrement shorté comme ceci. On avait également un 2 pixels ici au-dessus, donc pour le coup, est-ce qu'on peut voir ça comme une structure corrective et est-ce qu'on peut pousser plus haut? En ce qui concerne la liquidité, la réponse est oui. Quand je regarde la demande au spot, elle est passée à 0 ici, vous le voyez. Donc cet essoufflement qu'on voyait depuis quelques jours de la demande au spot est peut-être en train de se reprendre. On a des spreads qui restent positifs, beaucoup d'ordre taker ici sur ce point-là et ce point-là à l'achat. Donc tout ça veut dire que ce mouvement a trouvé son sens, à la fois sur de l'achat au spot, mais ça peut être un peu de manipulation, c'est-à-dire je viens acheter quelques bitcoins au spot pour manipuler les perps, c'est tout à fait possible, mais derrière on se maintient pas trop mal sur cette descente en ce qui concerne un CVD spot qui se reprend. Ce qu'on va venir trader ici assez souvent sur le CVD spot, enfin moi ce que j'aime bien regarder c'est quand il y a des divergences. Si jamais là par exemple on avait un point qui est plus haut sur le spot, mais un point qui est plus bas ici sur les dérivés, ça serait ici relativement intéressant pour une divergence. En ce qui concerne le niveau d'open interest, on est à 7,35, c'est un endroit où généralement on vient faire du deleveraging. La question étant, est-ce qu'on va faire du deleveraging vers le haut ou vers le bas? Est-ce qu'on va aller tuer les leviers en haut ou en bas? Sur les bulles de liquidité, excusez-moi, je vais me reloguer, je mets en pause. Alors sur les bulles de liquidité, on voit qu'il y a effectivement une petite poche de liquidité au-dessus du prix, ici, on dirait 36 100. À ce stade, belle poche de liquidité également en dessous. Le delta shorter longueur est plutôt en faveur des longues, donc ça irait plutôt vers un retracement du prix vers le bas. Maintenant, comme on l'a vu tout à l'heure, on a quand même des longues qui prennent profit, donc ces points-là, il y en a potentiellement certains qui sont sortis. Et sur Ether, même chose, poche de liquidité en haut, mais on a encore un petit peu de liquidité à venir prendre potentiellement en dessous des 1836 sur le prix. La 12 heures, on est plutôt shorté sur la 12 heures, mais on en a liquidé une partie, ou en tout cas on leur a bien fait peur. Et sur la 7 jours, on a cette poche de liquidité qui est en train d'être qui a commencé à être attaqué, on va dire ça comme ça, jusqu'au 35,9 ici. Est-ce que on a ce mouvement correctif pour ensuite pousser jusqu'à, et ici vous le voyez, 36,8, ça serait la prochaine zone à venir chercher. Est-ce que tout ce monde-là a pris profit et c'est ce qu'on pourrait voir éventuellement sur le funding. On a quand même des belles chances de revenir à 34. Maintenant, est-ce que c'est après un dernier push en haut ou un dernier push en bas? C'est un petit peu la question du moment. Derrière, sur ETH, on est plutôt shorté également sur les 12 dernières heures. Sur la 7 jours, eh bien, cette poche de liquidité fait presque désormais la taille de celle qu'il y a en dessous. J'ai pas regardé le funding sur Ethereum, on va aller voir d'ailleurs, hein. Comme ça on est complet. Je ferai les niveaux peut-être avec les affiliés dans la vidéo affiliée tout à l'heure, la vidéo spécifique. Vous voyez qu'on a très bien nettoyé ici, ça fait un petit moment que je ne suis pas allé voir Ether. J'ai un point ici qui est shorté à 1907. D'ailleurs ça correspond à une belle poche de liquidité, vous le voyez, parce qu'elle n'a jamais été prise. Et derrière, j'ai quand même, à l'inverse de Bitcoin, un funding qui augmente, sauf sur cette partie-là. Si on prend vraiment ce top-là comme étant l'endroit où il y avait beaucoup de longues, vous voyez qu'on en a sorti beaucoup ici. Peut-être que on est en train ici, d'une certaine manière, d'avoir également du long qui prend profit assez rapidement. Donc, on reste dans notre longue sur Ether avec une prise de profit à 1990 ici. Je pense qu'on va voir comment se construit ici, si on reste un peu dans la zone, la liquidité intermédiaire qui est là. Pour le moment, en tout cas, on voit une belle liquidité intermédiaire, mais c'est pas encore foufou pour aller éventuellement prendre cette poche-là. Donc pareil, sur la liquidité, on a une direction qui est un petit peu incertaine. Maintenant qu'on a traîné sur zone ici pendant un moment, on a de plus en plus de shorts sur la zone pour venir faire un push supplémentaire. Il n'y a pas eu le drop qui aurait fait qu'on ne les a pas laissés rentrer. Donc depuis quelques jours ici, on peut quand même commencer à se dire que éventuellement, à la fois sur Ether et à la fois sur Bitcoin, on aura droit à un push supplémentaire. Cela dit, on va retourner ici sur le prix et on va faire la conclusion de cette vidéo sur une plus petite time frame. Alors, on a ce niveau ici qui pour le moment refuse.
c'est un 4 heures. Bon, là, on le voit même qui tient en 15 minutes. C'est un 4 heures, mais c'est aussi, du coup, un 15 minutes. Donc, on va peut-être le libeller dans la plus petite time frame, puisque ça nous donnera un signal plus rapide. Et donc pour le moment on refuse à ce stade là. Je suppose que si on passe par dessus ça et qu'on arrive à clôturer une 15 minutes au-delà, le prochain point étant celui-ci en 4 heures, et éventuellement si on part sur de la time frame plus petite, quelque part entre ces deux bougies là, à minima. Ce qu'on veut chercher ici, si jamais on y va, et c'est pas une certitude, vous voyez que pour le moment ça rejette, mais qu'on a potentiellement une figure de retournement qui est en train de se construire ici, en fait d'une certaine manière, soit vous faites ça, donc une épaule tête épaule inversée, vous cassez ce niveau là, et du coup vous venez à minima rechercher quelque chose dans ces mèches là, je parle de ces mèches parce qu'il y a aussi celle-ci. Hier sur le Discord j'avais dit là l'entrée intéressante elle se trouve à peu près à 35,6 et potentiellement si jamais on traverse très fort à 36,4, c'était à peu près dans toute cette boîte là, mais la première entrée se trouve à 35,6 pour une réaction, on est monté à 35,9. Faudrait calculer si cette position aurait été liquidée ou pas. Personnellement, trouver du short ici, j'aurais plutôt tendance à le faire peut-être au-delà de ce point-là. Ou alors, pour jouer, on va dire, un scalp. En tout cas, un mouvement intraday et potentiellement laisser derrière courir un runner éventuellement. Encore une fois, et c'est ce qu'on avait dit hier, le long est ici la direction préférentielle, tout simplement parce que la structure est haussière. Moi, j'aime bien les retournements, j'aime vraiment bien jouer les retournements parce que ça me permet derrière éventuellement de m'asseoir sur un trade plus long. Donc, j'adore essayer de jouer les retournements baissiers. Et ce qu'on peut dire ici, c'est que ça semble quand même plutôt impulsif et ça semble peut-être plutôt correctif. Ici, on n'a pas l'impulsion qui suit nécessairement, je parle à la cassure de cette trend. Donc on va voir ici. En tout cas, des petites entrées intraday peuvent se faire ici, hein, dans la zone, que ce soit en short ou en long. Et globalement, ce que vous jouez en intraday, c'est à peu près cette zone-là. La zone de combat qui est celle-ci. Excusez-moi. Donc voilà, ce range-là, vous pouvez le jouer pendant un moment et peut-être que ça vous tiendra des jolies choses pendant un moment. Et encore une fois, en contre-tendance, on va quand même avoir tendance à assez rapidement se verrouiller, se blinder en termes de stop-loss parce que ou alors suivre une trend, vous le comprenez ici, mais en intraday, on va pas ici non plus essayer d'aller chercher trop longtemps et trop bas au sens où, encore une fois, on est contre-tendance. Donc, la vision des choses ici, elle est de dire que c'est du bidirectionnel. Alors, j'aime pas trop, moi j'aime bien avoir un scénario privilégié sur ce type de mouvement-là. On va aller sur Binance du coup. Voilà. Mon scénario privilégié, personnellement, à ce stade-là, ça serait pour le coup un SFP, c'est-à-dire venir prendre cette liquidité-là, ne pas nécessairement mettre en place cette structure chartiste-là qui viendrait chercher quelque part entre 38 et 39, on l'a dit, sur soit une target dynamique ici, soit une target fixe ici. Pour moi, ça serait plutôt une mèche et on dégage. Maintenant, si je devais donner une teneur à cette mèche, je la qualifierais de 36,4 parce que c'est un niveau qui me semble cohérent. Attention également à potentiellement monter à 36,9, mais voilà, 36,4, si jamais vraiment j'avais une entrée à faire, entre guillemets à l'aveugle, je la ferais peut-être sur cette zone-là, encore une fois, petite position, et on cherche une réaction, on cherche pas nécessairement un retournement entier de la structure. Donc voilà, pour moi, voilà, le scénario privilégié, parce que j'aime pas ne pas donner une direction, ça me correspond pas. Mon scénario privilégié, il serait peut-être plutôt là-dedans, c'est-à-dire faire un SFP, donc venir taper dans cette figure chartiste ici, un faux breakout, et là pour le coup on se retourne et on vient chercher la liquidité en bas. Il faudra voir comment se fait cette montée si elle se fait, et il faudra voir également comment se passe le retest ici, parce que si jamais ça push, ça break, ça vient chercher un peu de monde en breakout, et derrière par contre on tient le retest, à ce moment-là ça sera pas nécessairement extrêmement intéressant de rester dans ce mouvement bien évidemment. Voilà un petit peu pour mon idée, mon scénario privilégié, on va dire, pour la journée, les 2 prochains jours. Voyons comment ça évolue ici, j'ai envie de dire, et puis voilà.
Et on a des alts qui sont dans un potentiel, si Bitcoin tient un petit peu la zone, de pas trop mal pousser. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, puisqu'on a encore 10 milliards à prendre pour éventuellement à minima revenir retest les 390, les 400, pardon, 400, 405. Donc ça c'est intéressant. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous donne un scénario privilégié ici, mais vous comprendrez que ça reste assez dubitatif quand même. Et puis qu'on peut aussi repousser sur la zone. Enfin voilà, tous les scénarios sont ici possibles et imaginables. Dans ce cas-là, essayez plutôt de jouer de l'intraday, des petits mouvements. Voilà, en utilisant, j'ai fait beaucoup de tutos sur l'intraday, que ça soit en utilisant des VWAP, en utilisant des MA, en utilisant des tas de choses. J'en ai fait quelques-unes, pas mal, ou en utilisant ne serait-ce que la price action. Donc voilà, et puis bah c'est tout. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur... quel est l'endroit dans lequel vous vous sentez le mieux pour une introspection? Personnellement, moi, c'est dans la voiture, c'est quand je conduis tout seul. Je fais plus beaucoup de longues distances en ce moment, mais j'en ai fait beaucoup pendant un certain temps. Et en l'occurrence, c'était vraiment des moments d'introspection assez spécifiques. Il y a des gens pour qui c'est plutôt dans la nature, il y a des gens pour qui ça va être plutôt dans le lit, ou voilà, c'est une question à la con s'il en est, avec une certaine profondeur psychologique et philosophique, je l'admets, et c'est le concept des questions à la con. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, merci de votre bienveillance dans les commentaires, fidélité, et merci de votre présence également. Et puis voilà, on se retrouve demain, je ferai la vidéo affiliée, je pense, en fin d'après-midi, pour tout ce qui est affilié, donc la deuxième vidéo privée, et voilà, je vous laisse là-dessus, à demain. Ciao.